Bonjour, bienvenue sur Tao. Alors je remercie d'abord tous les nouveaux adhérents. Avec les dernières vidéos que j'ai faites, j'ai eu une explosion du nombre d'adhérents. Ça fait quand même très plaisir. Je vais reprendre ici la vidéo sur la stabilité des bateaux. Donc je rappelle un petit peu rapidement le cadre dans lequel ça a été fait. C'est une série de vidéos que je veux faire sur le choix d'un bateau de voyage. J'ai voulu en premier un peu débunker cette histoire de longueur de bateau et de stabilité de bateau. Parce que souvent la discussion s'arrête là. Un bateau de moins de 12 mètres, c'est pas fait pour c'est pas un bateau de voyage. Et donc ça vous enlève déjà plein de possibilités. Donc je vais essayer déjà de rétablir un peu plus de vérité sur ce domaine-là. Et puis après, des sujets plus classiques comme les matériaux, quel type de bateau, quel intérieur, quel confort, etc., etc. Alors, il y a une nouveauté sur mes vidéos maintenant, c'est qu'il y a un sponsor. Le sponsor, c'est moi-même, puisque j'ai créé tout récemment une société de conseil personnalisé en achat de voilier et d'expertise de pré-achat. Donc mon but, c'est en fait de vous accompagner, que vous soyez des marins néophytes ou des confirmés, pour vous aider à préciser vos projets et vos besoins, et puis après de vous aider à choisir un voilier adéquat parmi toutes les annonces que l'on peut trouver. Si besoin, allez avec vous l'expertiser, une expertise de qualité d'une journée ou 2 journées si le bateau est assez compliqué. Et puis je peux aussi vous conseiller dans sa préparation en vue de lointains voyages. Voilà, n'hésitez pas à aller visiter mon site, je mettrai le lien dans la description en dessous de la vidéo. Alors pour vous rappeler un petit peu, j'avais fait un petit plan. Donc la stabilité d'un voilier de voyage dépend-elle de la longueur ou d'autres facteurs? Donc j'avais commencé par la stabilité de poids. Je m'étais arrêté de façon un petit peu abrupte sur la stabilité de poids, donc je vais juste déjà vous encourager à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, et je vais un petit peu rafraîchir la mémoire pour les autres. Donc la stabilité, quand on parle de stabilité d'un voilier, on va beaucoup parler du centre de gravité d'un voilier et du centre de gravité du volume immergé. Le centre de gravité, vous le voyez ici, c'est G, et le centre de la carène, c'est C. Donc je vous rappelle juste un petit peu rapidement, quand le bateau est au port et qu'il est à l'équilibre, il y a une force qui s'applique vers le bas, naturellement, c'est le poids du bateau, qui s'applique au niveau du centre du centre de gravité du bateau. Et la flèche est dirigée vers le bas. Et une autre force s'applique au centre de carène du bateau, c'est la poussée d'Archimède. Quand le bateau est à l'arrêt, la force s'applique vers le haut. Dès que le bateau gîte, le centre de carène se déplace. Ici, il se crée un écart, et ça s'appelle le couple de redressement. Le bateau devient instable, là vous voyez, à un angle de gîte de 90 degrés. Il y a encore un écart, la petite flèche rouge vers le bas, la petite flèche verte vers le haut. Il y a toujours un couple qui tend à redresser le bateau et à le ramener à cette position initiale. Mais vous voyez que sur ce dessin-là, arrivé à 120 degrés, les deux forces se mettent sur le même plan. À partir de là, c'est un point d'équilibre où le bateau a autant de chances de chavirer à l'envers, et ça veut dire venir se mettre à 180 degrés, que de revenir à zéro. Voilà, donc cette stabilité de poids, elle fait que pendant longtemps, les architectes n'ont joué que sur la stabilité de poids. Donc il fallait avoir un bateau marin, un bateau qui était capable d'affronter la haute mer. C'était un bateau qui avait du creux. Donc le creux, c'est quoi? Je reviens un petit peu sur le premier dessin. Vous voyez là la ligne ici qui est toute noire, ça c'est la ligne de flottaison. Et ici, cette ligne en pointillé en dessous, on va dire que c'est le fond du bateau, là où vous pouvez encore mettre vos pieds. Ici, cette distance entre ces deux lignes-là, c'est le creux du bateau. Le creux du bateau, allié à une forme en V, permettait de descendre beaucoup le centre de gravité du bateau. Et ceci d'autant plus qu'à l'époque, on mettait un fort rapport de lest, c'est-à-dire que le lest était souvent représentait la moitié du poids du bateau, on disait un rapport de lest de 50%, voire des fois même supérieur. Ceci, ça permet d'augmenter l'écart entre CC et CG, et ça permet de retarder le moment où on arrive à ce point d'inversion. Voilà, le moment là où je vous montre à nouveau à 120 degrés.
où les deux forces s'alignent. Plus vous partez au départ avec un écart important, plus ce moment va être éloigné, va correspondre à un grand angle de gîte. Donc c'est pour ça que, voilà, pendant longtemps, les bateaux qui étaient marins étaient considérés comme des bateaux qui avaient un gros rapport de lest et beaucoup de creux. Malgré tout, la stabilité de poids ne dépend pas que de l'architecte. Les points que je viens de signaler, c'est l'architecte qui dessine le bateau. Ça peut aussi dépendre de ce que vous avez fait dans votre bateau. Voilà. Donc, par exemple, si M était situé au-dessus de G, navire au centre de gravité très haut, par exemple, surcharge de personnes, de marchandises ou de glace. Ben ça, c'est la responsabilité du skipper. Donc, sur les bateaux de voyage, voilà, quand vous rajoutez un portique derrière sur lequel vous suspendez une annexe assez lourde, assez conséquente, avec un gros moteur, que vous rajoutez des enrouleurs, que vous rajoutez des bimini, donc du coup, vous montez la baume plus haut, etc., etc. Tous les poids que vous mettez dans le au-dessus du centre de gravité, par exemple aussi les bidons de gasoil sur le pont, etc., diminuent la stabilité du bateau. Et ça, c'est totalement dû, entre guillemets, à l'équipage, à la façon dont il va centrer les poids dans le bateau. Donc c'est extrêmement important en navigation, si vous voulez avoir une bonne stabilité, d'essayer de mettre les poids lourds le plus bas possible dans le bateau et d'éviter de mettre du poids dans les hauts. Maintenant, on va passer à la stabilité de forme. Donc là, je vous ai un petit dessin. Voilà, si vous imaginez un rondin de bois, si vous vous mettez sur un rondin de bois, à votre avis, que se passe-t-il? À peu près tout le monde, je pense, connaît la réponse. Le rondin de bois va tout de suite rouler sur lui-même et vous allez tomber. C'est extrêmement difficile de rester en équilibre sur un rondin de bois. Pourquoi? Parce que le rondin de bois, vu sa forme ronde, n'a aucune stabilité de forme. Il ne dépend que de sa stabilité de poids. Donc là, comme c'est un rondin de bois, vous voyez qu'il n'y en a qu'une petite partie qui flotte, donc la stabilité de poids ne vous procure pas de grands avantages dans ce cas-là. Au contraire, si vous dessinez une caisse, on va dire un peu une caisse à savon comme ça, qui est carrée et qui est assez large, vous allez avoir une stabilité de forme qui est due, à cette forme plate ici qui va faire que la poussée d'Archimède va avoir un grand espace pour s'appliquer, et aussi qui est due au fait que l'augmentation de la largeur fait que CC et CG peuvent beaucoup s'écarter, et ça procure de la stabilité. Puisque le moment de la force, c'est-à-dire le couple de redressement, dépend de la force de ces flèches, enfin des forces, quoi, donc qui sont proportionnelles à la longueur, mais aussi à l'écartement entre les deux. Inconvénient de la stabilité de forme, c'est que c'est une stabilité qui est un petit peu trompeuse, c'est-à-dire que vous êtes stable, mais tout d'un coup, quand vous arrivez au point d'équilibre, vous n'avez quasiment pas agité, mais le point d'équilibre vient soudainement et le bateau bascule, quoi. Donc pareil, tout le monde l'a testé un petit peu dans une annexe, vous mettez dans une annexe, vous bougez dans l'annexe, ça va assez bien. Puis à un moment, vous montez sur le boudin, puis vous dépassez un petit peu le point d'équilibre, et tout d'un coup, l'annexe a tendance à chavirer. Voilà. Ou ceux qui font du paddle, etc., le remarquent aussi très très bien, quoi. Donc, la stabilité de forme et la stabilité de poids, les architectes calculent justement les déplacements de CC et de CG, leur intensité, et ça permet de calculer des courbes comme celle-ci. Voilà. Donc le point AVS, c'est le point où le bateau va chavirer. C'est le point d'équilibre entre les deux forces, et le point où le bateau peut aussi bien chavirer et venir à 180 que revenir à 0, à l'équilibre. Enfin, un équilibre qui nous intéresse, c'est-à-dire l'équilibre dans le bon endroit. Ici, le couple maxi, là, ce trait noir, c'est le maximum de force que vous avez appliqué à un bateau pour qu'il arrive à cet angle de gîte. Pour qu'il arrive à cet angle de gîte, vous voyez que là, vous avez dû appliquer une force constante et en augmentation. À partir de là, vous devez avoir continué à appliquer une force, mais proportionnellement, elle a besoin d'être moins importante que ce point culminant. La même courbe, seulement là, vous voyez qu'ici, il y a les angles de gîte, et il y a différents bateaux. Ici, on voit l'AK 137, et tout de l'autre côté, on voit le Légende 50
et le Hans 43. Le Hans 43, c'est la courbe jaune. Le Légende 50, c'est la courbe qui est en rouge orangé. Et le AK 137, c'est cette courbe un peu gris clair, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Première chose, le moment où le bateau va chavirer. Enfin, chavirer complètement, c'est-à-dire qu'il va partir vers 180 degrés. Voilà. Vous voyez qu'ici, le AK, il est à 120, 130, 140, 147 degrés. Ce qui est quand même exceptionnel pour un bateau. Vous voyez qu'une majorité de bateaux sont vers 120 degrés. Quelques-uns sont au-dessus de 130 degrés. Ça, c'est déjà pas mal. 120 degrés, c'est à peu près classiquement un peu ce que tous les bateaux font. Mais vous voyez qu'il y a 2 bateaux qui sont, eux, à 110 degrés, quoi. Alors 110 degrés, c'est pas beaucoup, hein. Quand vous avez couché le bateau, le mât parfaitement parallèle à l'eau, vous êtes à 90 degrés. Donc vous voyez qu'à peine là, vous mettez le mât dans l'eau, que le bateau a le risque de chavirer complètement. Vous voyez aussi dans cette courbe que pour que le Hans, le AK 137 arrive à agiter à 60 degrés, il lui a fallu lui appliquer beaucoup plus de force que, par exemple, le Légende 50. Vous voyez que le Légende 50, il a une courbe qui est assez plate par rapport à l'AK 137. Ça veut dire que l'AK 137, c'est un bateau qui va être très raide à la toile. Le Légende 50, au contraire, c'est un bateau qui n'est pas très raide à la toile, il va tout de suite gîter. Vous voyez par exemple que le Hans 43, il est relativement raide à la toile au départ, tout autant que d'ailleurs que les autres bateaux, moins que le AK 137, mais autant que le Maxi 1300, le Malo 46, etc. Pourtant, il a un angle de chavirage bien moins intéressant. Pourquoi? Probablement parce que le Hans 43 a de la stabilité de forme. Là, on le voit, la stabilité de forme. Donc, il est raide, et là, il commence quand même à agiter. Il arrive à son point un petit peu de maximum de force vers à nouveau un petit peu avant 60 degrés, 50 degrés. Il est monté assez haut, mais tout d'un coup, il bascule. Voilà, il a tendance à basculer. Et une fois qu'il est arrivé vers 90, 100 degrés, il a toutes les chances de partir à l'envers, quoi. Ça, c'est assez typique d'un bateau où on a favorisé la stabilité de forme. Donc c'est quand même assez souvent une tendance générale de maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous favorisez la stabilité de forme au détriment de la stabilité de poids, ça vous a permis de gagner du poids. C'est-à-dire que vous avez mis un lest moins important. Si vous mettez un lest moins important, potentiellement votre bateau est plus léger, donc il va plus vite. Ce qui permet en course d'aller plus vite, mais ce qui permet pour un bateau de croisière à l'architecte de pouvoir mettre en fait plus de confort à l'intérieur. Donc actuellement, comme on cherche à faire des bateaux qui sont quand même plutôt confortables, mais tout en voulant pas trop grever leur performance, on est obligé de grignoter en fait sur le poids du lest pour pouvoir mettre du poids ailleurs, quoi. Du coup, on fait des bateaux plus larges pour avoir une stabilité de forme, et aussi d'ailleurs, autre avantage pour les plans modernes, c'est que ça donne du volume intérieur. Maintenant, là, vous voyez les caractéristiques de l'AK 137. Donc, c'est un plan d'Éric Le Rouge, il fait 13,71 m de long. Vous voyez qu'il a une largeur de 3,82 m. Donc, ce n'est pas exceptionnellement large. Ce n'est pas non plus un couloir lesté comme on pouvait faire dans les années 60 ou 70 chez les Anglais. Mais ce n'est pas un bateau large. Actuellement, maintenant, en 2023, un monocoque de 13 mètres de large, il fait plus de 13 mètres de long. Il fait plus de 4 mètres de large. Vous voyez qu'il a un poids léger de 7 tonnes 120 et qu'il a un lest de 3 tonnes qui est mis en plus sous forme de bulbe à 2,50 m de tirant, avec un tirant d'eau de 2,50 m. Donc vous voyez qu'il a un rapport de lest quelque part probablement dans les 40-45%. Je n'ai pas fait le calcul, hein, je dis un petit peu ça au pif. Et en plus qui est à 2,50 m. Ben ça lui procure énormément de stabilité de poids. Il a quand même de la stabilité de forme, parce qu'il est quand même pas étroit, mais ce n'est pas exagéré dans le sens là. Si on compare ici avec
Donc là, c'est le Hans. Donc le Hans, il fait 13,30 m. Vous voyez qu'on est à peu près dans la même taille. Mais la largeur est de 4,18 m. C'est beaucoup plus large. C'est encore pas exceptionnel. Hein, maintenant, je pense que ça serait même beaucoup plus. Ce serait plutôt vers 4,50 m, 4,60 m, quelque chose comme ça. Mais le déplacement, vous voyez qu'il est à 10 tonnes 9 et qu'il a seulement un poids, un lest de 3 tonnes 200. Donc en fait là, il est à 30% de rapport de lest. Donc vous voyez un peu, ça rejoint ce que je vous disais, ce que je vous montrais sur la courbe. Il va être automatiquement moins raide à la toile, il va plus jouer sur sa stabilité de forme que sa stabilité de poids. Et ce manque de lest aussi explique le fait qu'il va avoir du mal à revenir à zéro, dans une position une fois qu'il aura chaviré, qu'il va avoir du mal de rebasculer pour revenir à la position qui nous intéresse, c'est-à-dire le mât en haut et la quille dessous, et pas le mât au fond de l'eau et la quille vers l'extérieur. Voilà, je coupe la vidéo rapidement parce qu'au montage, je me suis aperçu que j'ai oublié de spécifier un petit détail. Cette courbe-là montre aussi quelque chose d'autre. Vous voyez que le AK-137, ici, la courbe est relativement plate. Ce qui veut dire que quand il va arriver à 180 degrés, il ne va pas falloir beaucoup qu'il gîte et qu'il balance pour rattraper ce point et repartir. Et ça va demander, vous voyez, assez peu de force appliquée. Si vous prenez au contraire un bateau comme le Hans 43, vous voyez que quasiment, et d'ailleurs il va lui falloir la même puissance appliquée pour qu'il reprenne de la gîte et qu'il revienne à ce point-là pour rebasculer du bon côté, la même puissance qu'il lui avait fallu d'ailleurs pour arriver à 50 degrés de gîte. Vous voyez ici c'est un petit peu au-dessous de 0,8 et ici c'est à peine en dessous de 0,8. Ce qui veut dire que donc l'AK, non seulement c'est difficile pour qu'il chavire, mais que quand il sera chaviré, il va être extrêmement instable à l'envers. Vous voyez, la courbe est plate. Au contraire d'un AK-137 qui va être beaucoup plus stable, quand même moins qu'à l'endroit, mais presque autant qu'à l'endroit qu'à l'envers, quoi. Et vous voyez un peu entre les deux bateaux toutes les différences qu'il peut y avoir. Ceci peut être dû naturellement au lest. Si le lest, il y a un grand rapport de lest, naturellement ça favorise que le bateau se mette à face balancier et à reparte. Mais aussi la forme des superstructures, c'est-à-dire que si vous avez un bateau avec un pont flèche deck ou relativement plat, et ben dans ce cas-là, le bateau est plutôt stable à l'envers. Si vous avez un pont où il y a des grosses superstructures, un roof panoramique, vous avez plutôt tendance à avoir un pont qui ne favorise pas la stabilité et donc le bateau va prendre du ballon, quoi. Voilà. Il va prendre du ballon avec les vagues et à un moment il va revenir à ce point-là et avec un peu de chance il va repartir à l'endroit, quoi. Voilà, on reprend la vidéo. Alors maintenant nous allons un petit peu compliquer les choses parce que là nous sommes restés vraiment dans un domaine totalement théorique. Le bateau ne navigue toujours pas. Maintenant nous allons lui rajouter des voiles. Si nous lui rajoutons des voiles, le bateau se met à avancer. À partir du moment où il se met à avancer, il y a d'autres forces qui rentrent en jeu. Premièrement, dans la voile, il y a la force aérodynamique. Alors là, vous voyez sur ce petit dessin qu'elle se divise en une force propulsive et puis une force de traînée. Je ne sais pas comment ils les ont appelés CD et CP, mais bon, CP, c'est force propulsive, enfin... Et CD, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin bon, c'est le frottement, c'est la résistance. Mais ça, pour nous, dans notre explication de la stabilité, ça nous intéresse assez peu. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la résultante, la force aérodynamique FA. Dans l'eau, vous avez une quille. La quille, enfin, vous avez un plan anti-dérive. Le plan anti-dérive, il sert à ce que le bateau ne dérive pas. S'il ne dérive pas, c'est parce qu'il y a une force qui s'applique dessus. C'est FH, qui est la force anti-dérive. Voilà, on met maintenant un petit dessin où on montre le bateau, entre guillemets, vue arrière, vue de l'arrière ou vue de l'avant. Vous voyez ici le centre de carène, ici le centre d'inertie du bateau. Bon, là sur le dessin, ils l'ont mis un petit peu bas, hein, et généralement c'est plus par ici. Mais enfin, théoriquement, rien n'empêche qu'il y aurait un centre d'inertie là ici. Il faudrait simplement un gros rapport, un énorme rapport de lest ici.
excusez-moi, quand je vous ai montré là avec les flèches, j'étais en train de me tromper de flèche. Hein, ils ont mis un centre d'inertie qui est ici complètement sur le bulbe. Bon, ça c'est quand même exagéré, il serait plutôt ici. CD, c'est la force antidérive. Et cette force ici, CV, c'est la force aérodynamique qui est dans la voile. Donc vous voyez qu'ici, là, sur le dessin, celle-là, elle pousse vers la gauche et celle-là, elle pousse vers la droite. Donc vous voyez qu'elles se conjuguent en fait pour faire gîter le bateau. Ça s'appelle le couple de chavirage. Donc quand votre bateau navigue, malheureusement, l'action des voiles et l'action du plan antidérive se conjuguent pour faire chavirer votre bateau. Donc qu'est-ce qui va faire que le bateau ne chavire pas? C'est la stabilité de forme et la stabilité de poids. Donc non seulement la stabilité de poids et de forme, elles servent à équilibrer votre bateau quand vous ne naviguez pas, mais en plus, il faut qu'elles soient suffisamment importantes pour stabiliser le bateau quand vous naviguez à la voile. Maintenant, on va un peu parler de la stabilité longitudinale. Alors, j'ai malheureusement trouvé très peu de sources là-dessus, parce que, en fait, les architectes s'intéressent qu'à la stabilité latérale, parce qu'en fait, c'est celle qui compte le plus. La stabilité longitudinale, c'est important aussi, mais disons que les accidents arrivent rarement par là. Quand un bateau chavire par l'avant, ça s'appelle sansir. C'est possible, c'est arrivé à des bateaux. Mais c'est quand même très rare. Mais quand vous dessinez le bateau dans le sens longitudinal, vous retrouvez exactement le même principe que ce que je vous ai dit avant. Une stabilité de poids et une stabilité de forme. La stabilité de poids, c'est la même chose, hein, le centre de carène et le centre d'inertie. Donc là, vous voyez, j'ai dessiné moi-même le petit bateau. On imagine qu'il est en train de descendre une vague. Le centre de carène, naturellement, s'est déplacé vers l'avant, puisque, entre guillemets, si on exagère un peu, l'arrière de votre bateau ne touche plus l'eau, si la vague a que vous êtes bien au sommet. Le centre d'inertie du bateau n'a pas bougé. Là, vous voyez que toujours, les deux forces travaillent à l'opposé. Elles ont tendance à redresser le bateau. Là, j'ai mis le bateau qui est complètement à la verticale. Faut quand même trouver une sérieuse vague pour faire ça. Là, vous voyez qu'on est au point de chavirage. On risque de sansir. Exactement comme dans les dessins du départ. Quand les deux forces s'alignent sur le même axe, là, il y a risque de chavirage. Mais donc, comme je vous disais, ça, c'est très rare. Alors la stabilité de forme, où elle sera, elle va être là aussi sur la largeur du bateau et la forme de l'avant. Si vous avez un bateau qui est trop à l'avant, un peu comme on faisait avant, parce qu'on pensait comme ça passait bien à travers les vagues, inconvénient, c'est que ça a peu de flottabilité à l'avant, ça favorise le fait de sansir. Si au contraire vous avez un bateau volumineux à l'avant, vous avez moins tendance à sansir. Alors je vais arrêter la vidéo d'aujourd'hui maintenant. Je vais finir par ce petit commentaire que j'ai trouvé dans le Chasse-Marée. L'architecture navale est l'art du compromis. En prenant en compte les exigences de vie à bord, de performance et de goût, il conviendra de doser entre stabilité de forme et stabilité de poids. Les couloirs lestés, ces voiliers à quille profonde et très lestés conçus par les Britanniques pour la Coupe de l'América, s'opposaient aux coupes de champagne américaines, privilégiant la stabilité de forme à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Le plaisancier arbitrera plus facilement à l'heure de choisir entre un petit tirant d'eau à fort déplacement ou un voilier léger à grand tirant d'eau et les 50 nuances entre les deux. Donc ce qui est vraiment important de comprendre, c'est les 50 nuances entre les deux. Donc la stabilité d'un bateau, c'est essentiellement dû au plan de l'architecte. Probablement qu'un architecte a plus de facilité à construire un bateau qui sera grand et stable, parce qu'il aura plus de possibilités sur un grand bateau d'ajuster une largeur comme il lui convient, de pouvoir mettre plus de poids dans le bulbe, etc. Plus le bateau est petit, plus c'est un défi technique pour l'architecte. Ça, je pense que c'est bien une vérité à bien prendre en compte quand vous choisissez un bateau. Ce qui ne veut pas dire qu'un architecte ne peut pas dessiner un bateau petit qui soit marin, et dessiner un grand bateau qui ne soit pas obligatoirement un bateau pour faire des traversées. Et vice-versa. Il peut naturellement aussi dessiner un grand bateau qui est bien pour les traversées et plein de petits bateaux qui ne sont pas faits pour des traversées. Voilà, c'est l'élément déterminant, c'est ce que fait l'architecte au départ, c'est ce qui va quand même déterminer principalement la stabilité de votre bateau. La prochaine vidéo, je donnerai des exemples concrets de voiliers, monocoque et catamaran.
Le but, ça va être de reprendre un peu ces 2 premières vidéos, mais de l'appliquer à des cas concrets et de vous montrer différents bateaux. Je ferai aussi un petit flashback historique, parce que c'est quand même assez intéressant de voir au cours de l'histoire l'évolution qu'il y a pu y avoir. Et vous serez étonné de voir d'ailleurs que des bateaux très très anciens pouvaient avoir navigué quasiment que sur la stabilité de forme aussi, et que ça ne les a pas empêchés de faire des magnifiques navigations. Sur les catamarans, je parlerai aussi, j'essayerai à chaque fois, que ce soit pour les monocoques et les catamarans, de choisir des bateaux un peu extrêmes, un peu aux 2 extrêmes pour vous montrer les différences. Donc par exemple entre un Bali de 50 pieds et un catamaran Waram, ou chez les monocoques entre un bateau comme Baluchon qui fait 4 mètres et le Mirabel 16, un bateau construit en Lorraine et qui fait plus de 15 mètres, et qui sont tous les deux des Scoves. Voilà, et après dans une autre vidéo, on reviendra un petit peu sur la stabilité, mais on parlera d'un sujet extrêmement important, c'est la stabilité quand le bateau navigue. Parce que là, pour l'instant, on est quand même resté dans les choses très théoriques, mais après, il faudra bien à un moment ou un autre parler de ce qui se passe en mer et de pourquoi et comment un bateau y chavire. C'est-à-dire des phénomènes comme le croche-pied que peut vous faire une vague, etc., etc. Et là aussi, vous allez voir qu'il y a des choses quand même qui peuvent être assez surprenantes. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications pour les prochaines vidéos, et de commenter ces vidéos. Pour l'instant, j'ai que des commentaires super sympas. J'espère que ça va continuer. Merci, au revoir.